Et avant tout, je suis hyper ravi d'être à vos côtés, très à côté de Oui, vous. oui, c'est ça, oui, on est Alors, serrés ensemble. exactement. Et là, J'allais être au milieu, mais je n'ai pas voulu Ah, mais parce que vous non, aussi. non, non, bah, non, non, pas du tout. Je n'aime pas du par tout être au élégance, tu milieu. t'es mis. Alors, et je préfère les extrêmes, pas les extrêmes politiques, hein. Pas les extrêmes politiques. Bon, avant ça, et je vais lire un tout petit peu parce que, à vrai dire, s'il vous plaît, la seule chose que je vous demande, de ne pas oublier de rallumer vos portables à la sortie. Donc, à vrai dire, je vous ai connu grâce à la grande librairie. Madame Bayamak Tam, justement, lors de l'émission avec, à l'époque, c'était les messieurs Bunel. Oui, Alors, je crois, vous avez présenté Arcadie. oui. À ce moment-là. Et vous, messieurs Bonnefoy, et bon, c'était avec Augustin. C'est ça, absolument, oui. Et alors, comme toutes les semaines, non seulement moi, mais aussi tous mes élèves Ah oui? visionnent la Ah, grande c'est vrai. librairie obligatoirement. Alors, obligatoirement. Et bon, alors ça nous permet de connaître les écrivains d'aujourd'hui. Bien sûr. C'est ce que j'appelle dans mes cours, par exemple, et ce sont des ateliers de conversation, et les écrivains de l'an 2000. De l'an 2000. De l'an Les 2000. millennials. Et les millénials, c'est ça. Les Et vieux milléniaux. les vieux millénials. Et voilà pourquoi que, bon, je vais commencer d'abord, alors parce qu'on m'a appris, alors du côté maternel, qu'il faut commencer par les dames. Et donc, deux ou trois petites choses pour votre présentation. Et s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, Bien vous les sûr, corrigez. bien sûr. D'accord? Et Madame Emmanuelle Bayamak Tam est née à Marseille en 1966. Ben, romancière française, évidemment, agrégée de lettres modernes. Et je ne sais pas si vous continuez d'enseigner le français dans un lycée. Non, j'ai arrêté depuis 2 ans. D'accord. Vous prenez le pseudonyme de Rebecca Ligueri. Je ne sais pas, à un moment déterminé, vous avez écrit des romans noirs. Oui, Et donc, en 2013, c'est Hasmans. Et puis après, Le Garçon de l'été, qui a été primé, non? Alors, par oui. vous avez été lauréate du prix littéraire de la ville d'Arcachon. En 2018, eh ben donc, vous avez écrit, vous avez publié Arcadie. Oui. Et je vais vous poser des questions naturellement Bien là-dessus, qui a été sélectionné pour le prix littéraire du monde décerné par les journalistes de l'hebdomadaire, ainsi que pour le prix du roman FNAC, le prix du livre Inter, plutôt. Ouais, c'est plutôt ça. Alors, plutôt. Vous obtenez le prix Inter en 2019. Oui. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Vous vivez à Villejuif et bon, peu importe le reste, je ne vais pas raconter. Alors, exactement. Vous savez que justement, et pour la première fois, on m'a donné le livre Arcadie, il m'est venu à l'esprit d'abord, ce qui m'a interpellé, ça a été le titre. Mm. Arcadie. Mhm. Arcadie avec E. Oui, Parce qu'à l'intérieur, vous changez la lettre. Et alors, vous Oui. mettez Arcadie, le gourou, avec Y. Oui. Et après, je vais vous demander pourquoi. oui, oui. Il m'est venu à l'esprit parce qu'à une époque, j'enseignais à l'Alliance, il y avait des cours, des cultures, des littératures, etc. Et bon, ce qui m'emballait énormément, c'était les côtés artistiques. Et donc, il y a un tableau de Nicolas Poussin. Bien sûr. Alors que j'ai adoré, parce que quand j'ai fait ma première conférence à l'Alliance, ça a été justement sur Nicolas Poussin, Les bergers d'Arcadie. Oui. Ce tableau-là, que j'ai dû le revoir, disons, pour préparer un petit peu, Bien sûr. dans cette contrée montagneuse du Péloponnèse, etc., qui représente, en fait, quoi, représente le bonheur. Oui. Mais pour les bergers, Nicolas Poussin, XVIIe siècle, Mhm. XVIIe siècle, ça a été quelque chose de très intéressant pour moi, de voir ces bergers, l'apparition d'une femme très néoclassique, qui représente beaucoup de choses, mais ce qui est le plus important sur le tombeau autour, Ouais. c'est une épitaphe qu'il y a, in Arcadia ego. C'est-à-dire l'idée de pourquoi l'Arcadie, parce que l'Arcadie c'était le côté, le paradis, Ce le paradis, bonheur, l'amour bucolique, pastoral, etc. Donc, je crois que In Arcadia Ego,
c'est aussi l'idée de, comme un message que même la mort Oui. a été et là-bas, Oui. c'est-à-dire en Arcadie. Oui. Voilà pourquoi quand j'ai commencé à le lire, alors je me suis dit, bon, d'accord, je vais rentrer dans un monde extraordinaire. Et j'y suis entré, et donc, et ça m'a complètement envoûté. Alors, je vous dis sincèrement, ainsi que votre livre, Monsieur Bonnefoy, Merci beaucoup. et alors, est incroyable. Vous l'avez lu, Arcadie? Mais pas encore, je suis désolé. Mais comment vous êtes là à côté de Incroyable. madame? Pardonnez-moi, je suis désolé. Non, mais écoutez, non. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je croyais que vous alliez faire un échange Mais je entre suis vous. tellement d'accord. Oui, oui, C'est moi qui d'accord. m'excuse, pardon. Et tout simplement, une petite introduction d'Arcadie, le récit d'une adolescente, je crois qu'entre 14 et 18 ans, Farah, Oui. et personnage très important, parce que Ouais. puis après, je vais vous poser 2 ou 3 petites questions, parce que je n'en ai qu'une heure, alors pour vous deux. Oui, oui. Et alors, c'est ça, parce que Je- vous je êtes serai complètement concise. naze, je suppose. Et alors, est très fatigué. Non. Le récit d'une adolescente hors norme, Oui. l'histoire d'une communauté libertaire, dans une zone blanche, et dirigée par un personnage, en quelque sorte, comme une espèce, si vous permettez le mot, comme une espèce de gourou. Non, je vais contester le mot. Ah, d'accord. Mais tout à l'heure. Alors, d'accord. Qui prône l'amour libre. Et naturellement, jouir sans entrave. Et j'ai adoré le mot phalanstère aussi. Et j'aimerais bien que vous expliquiez un tout petit peu. Et LGBT, et qui se voit à un moment déterminé perturbé par l'arrivée d'un migrant, qui va jouer un rôle alors, très important, je crois que surtout pour Farah. Pour Farah. C'est une fille qui se vit, en quelque sorte, avec... et elle se voit aussi avec un corps ingrat. Oui. Alors, un corps ingrat. Ben, après, j'aimerais bien que vous explicitiez très Bien bien. sûr. Alors, le pourquoi. Elle n'est ni femme, ni homme, Ouais. ni fille, ni garçon. Mais vous n'utilisez à aucun moment le mot androgyne. Oui. Et vous n'utilisez même pas hermaphrodite. Non, effectivement. Alors, pourquoi vous avez eu envie de créer ce personnage-là dans cette sorte de communauté libertaire? Oula. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup aux communautés et je fais la différence entre communauté et secte. C'est pour ça que je considère que Arcadie n'est pas un gourou, parce que certes, il exerce une emprise, mais il ne souhaite pas l'exercer. On entre et on sort de la communauté librement. Donc pour moi, c'est pas une secte. Et Arcadie, certes, c'est le leader, certes, il a de l'emprise et il est charismatique, mais c'est pas un gourou au sens où il n'essaie pas de bourrer le crâne des gens de la communauté. Alors, j'avais envie d'imaginer une micro-société qui entre en dissidence par rapport à la société française. Et en particulier, il refuse les nouvelles technologies, donc il s'installe dans une zone blanche, en particulier parce qu'ils accueillent des gens qui sont électrosensibles. Donc j'avais envie de décrire une enfance très bucolique, en relation avec les animaux, les plantes, etc. Donc effectivement, une sorte de paradis. Des gens, des adultes qui sont antispécistes, végétariens, très tolérants, qui prônent effectivement l'amour libre, pas d'exclusivité amoureuse, pas de couple constitué, les enfants sont élevés par tous les adultes. Et puis, au sein de ce monde idyllique, effectivement, survient... on vous a proposé ça. Ah, merci. Survient un Si vous réfugié, en voulez, parce que merci. j'ai installé ma communauté à la frontière franco-italienne, dans une région de France que je connais bien, où il y a beaucoup de migrants. Et alors que cette communauté se caractérise par sa bienveillance, son humanisme et sa tolérance, elle va se refermer sur elle-même et refuser l'arrivée du migrant. Quant à Farah, qu'effectivement je ne décris pas comme hermaphrodite ou androgyne, je vais vous expliquer pourquoi. Elle est intersexuée, c'est-à-dire qu'elle a une formule chromosomique masculine, mais des organes génitaux plus ou moins féminins. Et ça arrive, hein, ça s'appelle le syndrome de Rokitansky. C'est très rare, mais il y a effectivement des enfants qui naissent avec ce syndrome. Et du coup, ça me permet de questionner la féminité
et la masculinité. Donc Farah va se lancer dans une grande enquête pour savoir ce que c'est qu'une femme, et elle n'obtiendra pas de réponse satisfaisante. Parce que finalement, oui, on peut définir une femme par ses organes ou par ses hormones, mais on voit bien que c'est insatisfaisant comme réponse. Alors pourquoi je n'utilise pas hermaphrodite ni androgyne ? C'est parce que les intersexes eux-mêmes refusent ce terme parce que ça renvoie à la chimère, au monstrueux, et voilà, ils n'aiment pas ce terme s'appliquant à eux. Voilà, merci beaucoup, parce que, en fait, comme il y a toute la communauté tous, et il y a différents âges, Oui. et le végétarisme qui est à l'ordre du jour, et aussi tout le monde dort ensemble. Oui. Alors ça, c'est super. Alors ça, c'est extraordinaire. Et alors, mais dans cette communauté, alors c'est ça, au centre, et d'autres personnages très particuliers. Oui. Ces personnages, il faut lire le livre parce que ça vaut le coup. Hein. Alors je vous dis sincèrement, vous saupoudrez un tout petit peu avec un humour et quelque part un peu désopilant, mais aussi, et ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai dû chercher beaucoup des mots qui relèvent de l'argot. Et donc, mais c'est extraordinaire. Alors, parce qu'en définitive, vous faites un jeu du langage. Alors, dans le livre, qui va de l'argot à quelques emprunts littéraires. Oui. Notamment, et surtout parce que je suis fan, vous savez, mes élèves le savent très bien, je suis fan de Marcel Proust. Et alors, oui, oui. Et donc, une chose qui m'a beaucoup frappé, ça a été le rapport que vous faites avec la Madeleine. Vous pouvez. Oui, je vais en parler. Tout le monde est adulte ici. Ça va, ok, d'accord. Alors, ce que vous soulignez très justement, c'est que moi, je mélange les registres. Et j'aime créer des effets de rupture stylistique entre des formules argotiques, triviales, surtout quand je fais parler de très jeunes gens. J'essaie de les faire parler comme on parle en France aujourd'hui quand on a 15, 16, 18 ans. Mais ça ne m'empêche pas de me référer constamment à Rimbaud, à Racine, à Verlaine et à Proust. Et je fais aussi de temps en temps des pastiches que je glisse dans mon texte. Par exemple, la rencontre entre Farah et le migrant, c'est un pastiche de l'éducation sentimentale. Vous l'avez repéré, bravo. Et puis, je fais des petites expériences et effectivement, j'ai réécrit un peu le célébrissime passage de la Madeleine dans La recherche du temps perdu. Sauf que j'ai remplacé la Madeleine par un sexe d'homme. Ah, oui, mais ça, voilà, j'ai employé les phrases de Proust, mais c'est Farah qui... Oui, j'ai jamais pensé, c'est-à-dire le fait de manger une Madeleine, que je mangeais une autre chose. Et alors, je vous dis la vérité. Non, mais c'est vrai. Alors, ça a été extraordinaire, alors, parce que, bon, vous dites, à un moment déterminé, un mot quand même très commun. Vous avez vu la Madeleine, vous avez pensé à une verge. C'est pas exactement ça. C'est dans le passage, quand Proust parle du plaisir extraordinaire qu'il a quand le gâteau touche sa langue et son palais, je me suis dit, pourquoi pas une fellation. Pourquoi pas. Voilà. Mais ça n'a pas été immédiat. Voilà, c'est ça. Est-ce que tous vos personnages ont des identités flottantes ? Oui, souvent. Et qu'est-ce que ça veut dire une identité flottante ? Alors là, pour ce qui est de Farah, c'est assez manifeste puisqu'elle est ni fille ni garçon, mais j'ai aussi des personnages par exemple qui ne sont ni noirs ni blancs, pas dans ces livres-ci, mais j'ai un personnage récurrent qui s'appelle Sharon par exemple, que je promène un peu de livre en livre. Sharon, elle est toujours très belle, très grosse, et on ne sait pas si elle est métisse, si elle est arabe, on voit qu'elle a des origines exotiques, mais on ne sait pas exactement lesquelles. Ce qui lui permet d'être comme une sorte d'électron libre, comme ça, qui navigue sur l'échiquier social. Et quand j'ai des personnages dont l'identité de genre flotte, c'est pareil. Ça me permet de questionner les normes, de questionner les standards. Oui, parce que j'ai beaucoup aimé aussi ce personnage-là, intersexuel aussi, ou je ne sais pas, une mémé, une grand-mère... superbe, ce personnage-là, je l'ai beaucoup aimé, et LGBT aussi. Ah oui, la grand-mère de Farah. La grand-mère de Farah. Ouais. Et donc, alors moi je trouve, disons, une communauté avec des personnages qui sont mirobolants et bizarroïdes à la fois. Alors c'est parce qu'ils sont étranges qu'ils ont besoin peut-être aussi de faire communauté, parce que dans Arcadie, j'ai imaginé finalement une communauté qui accueille des gens très âgés,
invalides, d'anciens toxicomanes, des gens avec des problèmes de santé mentale, des électrosensibles, etc., qui viennent trouver refuge dans cette communauté. Mais en définitive, avoir des personnages, comme vous dites, un peu fluides ou à l'identité flottante, pour moi, c'est la même chose que d'écrire en mêlant des formules très triviales et puis des références à la haute culture. Enfin, c'est toujours l'idée de métamorphose, de mélange, de métissage. Contre le monde bourgeois aussi. Oui, En quelque sorte. Oui, d'une certaine façon, bien sûr. Oui, d'accord, parce que les bourgeois ne vont pas vivre dans une communauté, j'en suis sûr. Un personnage, est-ce que vous voyez peut-être dans l'avenir, alors dans l'avenir, est-ce que vous voyez qu'il va y avoir un monde trans et queer? Alors, là, en ce moment, il y a une levée de boucliers mondiale contre les minorités, contre les trans, contre la sphère queer et tout ce qui est LGBTQIA+. Donc, je ne suis pas sûre qu'on aille vers davantage de diversité. Mais je ne suis pas en train de prôner, enfin, il ne s'agit pas d'être tous trans ou d'être tous intersexes ou d'être peu importe, mais je pense c'est quelque chose de très inspirant pour moi, le fait qu'on puisse comme ça échapper aux assignations, échapper aux définitions, échapper aux désignations. Je pense qu'il y a là une liberté dont nous, moi je suis hétérosexuelle, blanche, cisgenre, mais moi aussi je peux m'inspirer de cette liberté-là. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue dans ces sphères, leur façon par exemple de réinventer la famille, qui à mon avis peut faire souffler un vent de liberté salutaire sur toute la société. Mais il ne s'agit pas de faire ce que l'extrême droite en France prétend qui se passe. Il ne s'agit pas d'obliger les enfants à changer de genre ou de les pousser à transitionner. Enfin, ça, c'est des élucubrations d'extrême droite. Et à vrai dire, c'est-à-dire que dans vos écrits, parce qu'en 2 semaines, j'ai pu lire Arcadie et l'autre livre aussi, La 13e heure. Super aussi. Merci. Alors, et donc, le corps, chez vous, c'est un sujet récurrent, non? Oui. Pourquoi? Parce que le corps, il y a le corps vieillissant, il y a les corps jeunes, il y a le corps trans, il y a... moi, j'ai trouvé le corps omniprésent. Est-ce que tous les corps sont-ils désirables? C'est mon idée, mais bon, je ne vais pas forcément essayer de vous en convaincre. En tout cas, le corps est très central dans tous mes livres, parce que le corps, c'est l'assignation à résidence. C'est-à-dire qu'on a ce corps, on ne le choisit pas, on peut le modifier, mais à la marge. Oui, on peut maigrir, on peut grossir, on peut se muscler, on peut se décolorer les cheveux, on peut se tatouer, mais en réalité, on fait avec ce que les hasards de la génétique nous ont donné. Et il me semble que dans notre éducation, on devrait nous apprendre à aimer ce corps quel qu'il soit et à l'aimer jusqu'au bout, c'est-à-dire y compris dans sa phase inévitable de décrépitude, y compris dans ses états de maladie ou d'invalidité. Et pour moi, oui, tous les corps sont désirables, sauf qu'on nous apprend dès l'enfance que ne sont désirables que les corps jeunes, minces, sains et musclés. Oui, et on nous désigne aussi comme désirables les individus de l'autre sexe que le nôtre. Alors que je suis sûre que c'est une question d'éducation, parce que c'est une question on sait très bien que le goût, c'est une construction sociale et culturelle. Si on nous apprenait à désirer autre chose que ce qui est immédiatement désirable, je pense que nous serions tous beaucoup plus heureux. Voilà. Ni ne vais ni ne veux divulgacher la fin. Ouais. Alors, bien sûr que non. Alors, vous devez lire le livre. Mais vous aimez beaucoup, vous êtes millénariste en quelque sorte, non? Parce que, oui, parce que secte, congrégation, église, couvent, etc. Pourquoi ce côté-là de millénaire? Alors déjà, les religions m'intéressent. Baudelaire disait « Il n'y a d'intéressant au monde que les religions ». Moi, je trouve ça passionnant. Le christianisme en particulier m'intéresse, et le catholicisme encore plus. Dans tout ce qu'il a d'excessif, de doloriste, de sanguinolent, d'étrange. Enfin, voilà, moi, ça me passionne. Et le millénarisme, qui est un courant qui existe depuis des siècles, il est perpétuellement réactivé dès qu'on a le sentiment de vivre des temps difficiles. Et en ce moment, je pense que
mondialement, nous avons le sentiment de vivre des temps difficiles, peut-être même que d'avoir le sentiment de nous rapprocher de l'apocalypse, et ça réactive toujours les courants millénaristes, c'est-à-dire des courants qui pensent que ces temps difficiles signifient que le Messie est de retour. Donc voilà, ça m'intéresse sur le plan romanesque, ça m'intéresse sur le plan poétique, et j'ai souvent effectivement des congrégations, des confréries et des communautés religieuses ou para-religieuses dans mes romans. Parce que même dans l'autre livre, La 13e heure, Oui. Bon, il y a Farah, Il y a encore Farah, une fois. c'est pas tout à fait Farah, mais... Et ce n'est pas tout à fait Farah, mais bon, il y a Lénie, il y a Hind, ouais. et alors un couple quand même assez intéressant, Oui. un peu bizarre aussi. Mhm. Mais l'histoire d'une église, c'est plutôt... il y a le représentant de cette communauté qui prêche d'autres choses autres, Oui. alors que celle du premier livre. Oui, alors donc dans la 13e heure, autre communauté, autre implantation géographique. Cette fois-ci, on est à Paris, dans le 13e arrondissement. Et cette fois-ci, la confrérie s'est constituée autour d'un autre leader qui s'appelle Lénie. Et alors lui, il est croyant, mais il célèbre la messe, mais il a remplacé la liturgie habituelle par des poèmes. Donc il prêche des messes poétiques, et en particulier, il y a un sonnet qui est fondateur pour cette communauté. Regardez. C'est Artémise de Nerval. Alors, vous pouvez lire la première Bien strophe, sûr. s'il vous plaît. La 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, ou c'est le seul moment, car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière, es-tu roi, toi le seul ou le dernier amant. Donc ce sonnet que j'adore, qui se trouve au cœur d'un recueil qui s'appelle Les Chimères, précisément, s'appelle Artémis, et il m'a vraiment inspiré le personnage de Hind, qui est reine, qui est à la fois la première et la dernière, avec cette espèce d'ambivalence fondamentale. Une femme trans. Qui est une femme trans, effectivement. Et je suis fan de Nerval et j'adore ce sonnet, et je l'ai mis au cœur du récit. Et pourrait-on dire que c'est un roman, La 13e heure, un livre passionnant, Merci. je vous dis passionnant, sur nos angoisses contemporaines? Complètement. C'est un roman écrit post-pandémie. Et bien sûr que c'est un roman que j'ai écrit avec des angoisses que je pense nous partageons tous, avec le sentiment d'une vulnérabilité accrue. Et donc j'ai imaginé que dans l'église de la 13e heure venaient une fois de plus des gens fragiles, vulnérables, vulnérabilisés parfois par le Covid, et se rassemblant autour d'un individu plus mature et plus énergique. Oui, je l'ai écrit avec beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse, oui. sûr. Tout ce qui a trait réchauffement climatique, alors tout ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Alors, exactement. Après, je vais vous dire quelque chose entre parenthèses. Et moi, je crois que dans le livre, il y a une histoire centrée sur l'amour entre Lénie et Hind. Mais il y a le chagrin d'amour. Alors, Oui. il y a le chagrin d'amour. Mais c'est aussi une histoire d'amour, des ruptures, de retrouvailles. Alors, j'ai trouvé hyper intéressant. Alors, ces jeux-là, entre l'amour, le chagrin d'amour, la découverte, les retrouvailles. Ouais. Alors, vous avez lu très finement et très justement. En 2 semaines. Oh, oui, bravo, vous avez un bon professeur. Parce que, oui, je voulais écrire un roman sur le chagrin d'amour. Et il se trouve que le chagrin d'amour, c'est une source d'inspiration pour énormément de poètes, à commencer par Éluard ou Aragon. Et donc, voilà, j'ai mis la poésie au centre du roman, la partie centrale, celle qui est racontée par Lénie. Et quand il est quitté par Hind, son grand amour, il trouve une forme de consolation, on va dire, à se réciter du Aragon et du Éluard, par exemple. Donc, c'est un roman sur le chagrin d'amour. Et vous aimez la littérature aussi, non seulement de Nerval, il y a beaucoup de poètes, parce que je crois qu'il y a beaucoup de poètes, et votre écriture est très poétique, et Mallarmé aussi. Mallarmé, très important dans ce livre. Une phrase de Mallarmé m'a inspiré Les ratés, non? Ratés, nous le sommes tous, oui. Nous sommes tous. Et nous sommes tous Vous avez ratés. vu ça aussi? Oui. C'est incroyable. Je ne sais même pas si je l'ai mis. J'étais paniqué avant que vous n'arriviez. Est-ce que j'ai tout vu? Parce que je vous ai vu, vous deux, à la télé. Et vous connaître comme ça veut dire, je ne sais pas comment vous allez réagir. Emmanuelle est beaucoup plus impressionnante en vrai qu'à la télé. Oui, bien sûr. Mais je tiens quand même à préciser qu'on peut lire Arcadie
sans repérer toutes les références, ça n'a Oui. aucune importance. Ouais. Si, voilà, c'est pas un contrôle de connaissances, hein, c'est pas un quiz où il va falloir identifier Mais je devais vous La interviewer, Fontaine. madame. Ouais. Alors, naturellement, je devais vous épater. Alors, exactement. Vous faites ça très bien. Ouais, Non, ouais, d'accord. il est fort. Et malheureusement, je n'ai pas lu en papier le livre La 13e heure. Ouais. Voilà, parce que le livre est épuisé, quoi. Ah, d'accord. Bon. Le livre est Vous l'avez- épuisé vous et en l'avez lu quand même, espagnol. ok, ok. Et alors, mais je l'ai lu autrement. D'accord. D'accord. Il l'a lu dans le vol des faucons. Oui, c'est ça. Il l'a vu Alors, dans je le l'ai lu mouvement des autrement. arbres. Et pour bon, alors parce que puis après, alors je suppose que vous avez lu aussi la littérature de Monsieur Bonnefoy. Non, j'ai pas Ah, lu. merci. Ouais. Parce que sinon, je me serais senti vraiment mal. Non, mais à Merci. notre décharge, on a beaucoup de rencontres avec des autrices et des auteurs. Oui, voilà, c'est ça. Et parfois, on n'a pas littéralement pas le temps de lire les Exactement. livres des autres. Et j'en suis vraiment mortifiée et je vais réparer ça Oui, dans mais la Vous vie allez du les retour. lire, oui, Bien vous allez sûr, les lire. bien sûr. Alors exactement. Non seulement les rencontres qu'on a avec les autres amis, et donc, enfin, ça fait beaucoup de livres qu'on nous donne, mais en plus, lorsque on a des gens qu'on suit depuis des années, qui publient très régulièrement et qui envoient les livres à la maison, donc en fait, et plus les lectures personnelles par rapport aux livres. Enfin, en fait, on est tout le temps en train de lire plein de bouquins, et c'est vrai qu'on ne peut pas se rattraper dans tout, quoi. Et on n'a pas 15 jours pour lire 2 livres. Parce que comme vous notre ami voyagez ici. tout le temps. Eh Non, bien, moi non, mais lui, c'est oui. vrai. Oui, oui. Alors, moi, oui, ouais, vous mais il faut que voyagez j'arrête, tout le temps. mais il faut que je change de système. Ouais. Mais pendant le parcours dans l'avion, alors Oui. vous pouvez lire. Exact, non, bien sûr, absolument. Mais d'ailleurs, je viens de finir un livre qui est sorti là, il y a 3 jours, Dans la vie. et dans l'avion. De Donc, tu Bogota, vois, ouais. en me Ok. disant, il faut absolument le lire, parce que l'ami attendait que mon retour, quoi. C'est le classique. J'ai Là, on entend pas bien. Ok, Ouais, on va parler plus fort. ouais. on va parler plus fort. On va parler plus fort. D'accord. Ouais, on a les micros là, ouais. Et pour Ouais, on parle au micro, ouais. je crois que je vous ai posé un éventail de questions. Alors, et comme ça veut dire pour au moins parler des 2 livres. Mais j'ai appris, je ne sais pas comment, par le biais, ou je ne sais pas, où je l'ai vu à la télé, ou vous l'avez dit à la télé, que vous écrivez dans les cafés. Oui. Pourquoi? Exclusivement. Alors au départ, c'était parce que voilà, j'avais pas le choix, j'enseignais, j'avais des enfants en bas âge, il fallait que je puisse écrire n'importe où. Je pouvais pas attendre d'être dans une bibliothèque ou dans le silence de mon bureau pour écrire. Et des cafés à Paris, comme ici, du reste, il y en a partout. Ben, partout. Ouais. Et maintenant, c'est pavlovien. Quand je vois un café, j'ai envie d'écrire. Et surtout, je peux plus écrire ailleurs. Et là, je suis ravie parce que j'ai trouvé des cafés pour écrire. Voilà. D'accord, c'est la première fois que vous venez à Oui. Buenos Aires. Mhm. Alors, d'accord. Et pour terminer, quels sont les auteurs dans la littérature française, naturellement, et aussi étrangère, qui vous ont les plus marqué? Oh là, il y en a tellement. Parce que vous avez parlé de Mallarmé, Oui, j'aime. et j'ai trouvé cette phrase-là, « Ratés, nous les sommes tous, que pouvons-nous être d'autres presque, nous mesurons nos rêves. » Nous sommes des ratés tous. Non, mais c'est plus intéressant d'explorer les échecs et les failles. Ah, voilà, d'accord. bien sûr. Non, Vous n'êtes pas du tout raté, rassurez-vous. Moi, j'ai mon psychanalyste, Oui, heureusement. tu as déjà ton thérapeute. Oui, qui, oui, mon d'accord. psychanalyste. non, Ouais. des auteurs importants pour moi, ce sont Henri Michaud, Ovide, Baudelaire, Gombrowicz, Mallarmé, oui. Mallarmé, source Dostoïevski. d'inspiration. Dostoïevski, je l'ai lu, et d'ailleurs pour la 13e heure, il m'a beaucoup inspiré, Ouais. mais c'est pas une référence très présente pour moi. Non, c'est plutôt quand même la poésie française, on va dire une espèce de parenthèse qui s'ouvre avec Hugo, qui se referme avec, allez, on va dire Aragon. Tout ce qui se passe dans l'intervalle m'intéresse. J'aime Rimbaud, j'aime Verlaine, j'aime Nerval. Voilà. Ouais. D'accord. Bon, je vais passer à l'autre écrivain. Bon, moi, j'ai une question pour Emmanuel. Bien sûr. Merci, merci. Ces personnages qui vont et qui viennent dans les livres, Ouais. qui réapparaissent en Oui. écho, est-ce que tu les prépares avant? Est-ce que tu sais qu'ils vont apparaître? Ou est-ce qu'au cours de l'écriture, ils te surprennent en revenant en toi et en te disant Ouais. « Ah, pourquoi pas retisser, lui donner encore plus d'épaisseur ?» Comment ça fonctionne? Oui, alors ce que Miguel dit, c'est que moi j'ai ces personnages récurrents dont je vous parlais, donc Farah qui revient dans 2 livres, Arcadie avec Y qui en fait est présent dans plusieurs livres antérieurs. Pourquoi vous avez changé cette Et parce que lettre-là? Arcadie c'est un prénom, Ah, c'est un d'accord. prénom russe assez courant. Voilà. Donc oui, en principe je sais à l'avance que le personnage va être là. Oui.
bien sûr. Il y a pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de... Je me laisse pas surprendre par mes personnages. Non. Et est-ce que, par exemple, là, tu es en train d'écrire, Oui. est-ce que tu avais déjà placé dans les livres précédents des personnages qui apparaîtront Oui. dans celui-là? C'est-à-dire que c'est déjà, Oui. par anticipation, tu avais déjà lancé des pierres d'attente, quoi. C'est pas aussi conscient que ça, mais là, Oui. effectivement, dans le roman que j'écris, dont j'ai écrit quelques lignes dans des cafés de Buenos Aires, il y a un personnage qui s'appelle Sharon, et Sharon, elle est centrale dans des tas d'autres livres que j'ai écrits auparavant, et là, de nouveau, elle sera centrale. Et je pense que je vais elle va rencontrer Baudelaire. Vous allez revenir au roman noir? Non. Oui, bien sûr, puisque j'alterne entre mes romans poétiques et des romans Et noirs. les romans noirs. Mhm. D'accord. J'alterne. D'accord, j'aime beaucoup les romans noirs. Bon, il faut lire ce que j'écris sous pseudonyme alors. Oui, Voilà, c'est ça, c'est ça. Rathmans. Mm. J'aimerais bien, je ne sais pas pourquoi, tu mais as trois j'aimerais bien pseudonymes. lire. Non, j'ai un pseudonyme. Oui. Ah, Comment? 2 pseudonymes? Non, j'ai mon vrai nom, Baya Maktab, Oui, non, et bien mon sûr. pseudonyme, Rebecca Ligueri, c'est tout. Ah, Et d'accord. Rebecca Ah oui, oui, oui. Ligueri, non? Oui, c'est vrai. Ligueri. Et Rebecca Ligueri, pourquoi avoir choisi un pseudonyme? Comment t'es venue cette volonté? Tu t'es dit, parce que c'est des genres différents, donc Oui, je vais prendre voilà. juste des Voilà. noms différents. Voilà, je voulais écrire des choses différentes et je voulais toucher un public plus large. Et Ligueri, c'est une écriture plus directe, plus romanesque, plus sensationnaliste, plus violente aussi. Voilà. Voilà. Et donc ça D'accord. change de style aussi. Oui, ça change de style. Enfin, j'espère. Et tu n'as pas voulu le jouer à la Émile Ajar, c'est-à-dire Incognito incognito. Hmm, Tu t'es dit à quoi bon en fait Non, j'aurais aimé, hein, mais le secret n'a Ouais, c'est pas plus- tenu. Ah, c'est le secret qui a pas tenu, Le c'est vrai? secret, oui, c'est ça. Ah oui. Ouais. Qui a vendu C'est la ça. mèche Ah bah, Une taupe. Monsieur pas. Bonnefoy, Qui était là. Oui, j'ai faut- beaucoup de il faut questions à vous passer à- poser. Mais Alors, moi, vous je n'êtes pas l'intervieweur. Voilà, allez. C'est fou, hein. Pardon. Non, Miguel, Vous n'êtes pas l'intervieweur. Emmanuel est tellement plus intéressant Vous que moi. l'invitez puis Enfin, après à déjeuner et Voilà. vous échangez. Alors, Entendu. c'est Eh oui, ah oui, ça. voilà, c'est ça. Mais non, on va lire dans l'avion. Donc moi, je vais lire Arcadie dans l'avion. Donc ça, Non, oui, Bon, Arcadie. merci de Et la t'expliquer. 13e heure, alors, est vraiment extraordinaire. Alors, ce Merci. bouquin-là. Et bon, Miguel Bonnefoy, il est né au Venezuela. non. Non, à Paris, pardon. Oui. À Paris, mais à au Venezuela, c'est votre pays Exacto. d'amour. Oui, absolument. En 1986. Oui, absolument. Vous êtes très jeune. Non, mais non. C'est encore une fois, c'est que de l'extérieur. Oui, Je- détestable. Mi dispiace, comme ils disent à Caracas. Bon, votre premier roman, alors justement là, je crois que... Alors, je l'ai vu tout à l'heure, El viaje de Octavio, voilà, les voyages d'Octavio. Et puis après, il y a tout un tas bon, je n'ai pas pu lire alors tous vos livres, Non, bien Sucre sûr. Noir, et alors Héritage, L'Inventeur, et j'en passe. Et donc, mais c'est lui que, alors j'avais à lire, alors c'était justement Le rêve du jaguar. Mais je ne sais pas pourquoi je vous vois, hier soir, alors j'étais chez moi, et je voyais un triangle, non? Et ce triangle-là, au milieu, Monsieur Bonnefoy, je voyais le Chili, le Venezuela et la France. Et alors, quel est le point de ce triangle, alors, qui vous attrape le plus dans votre cœur? Ah, c'est une belle question. Mais on m'a souvent demandé est-ce que je suis plus français, plus vénézuélien, plus chilien. Et j'ai vécu longtemps en Italie, j'ai vécu très longtemps au Portugal aussi. J'ai un rapport avec Lisbonne qui est très proche. Et on en parlait tout à l'heure, ma femme est danoise. Donc en fait, ça fait déjà presque 12 ans de ma vie dans lesquels je passe beaucoup de temps à Copenhague et à Aarhus, dans le nord de Jutland. Donc mine de rien, il y a pas un triangle, je dirais plus que c'est une sorte de Nébuleuse, pentagone, ouais. comme ça, oui, ou une nébuleuse, comme tu dis, qui est très ramifiée. Mais je crois beaucoup à la force du métissage. Je crois à la force des croisements. J'ai plusieurs langues dans mon cœur, j'ai plusieurs traditions dans mon cœur, plusieurs cultures dans mon cœur. Et mes filles, qui elles parlent plein de langues différentes, où il y en a une qui est née à Berlin, ont justement ça, cette espèce de creuset où viennent se fondre beaucoup de idiosyncrasies différentes et qui feront d'elles des filles de la tolérance. Et je suis chaque jour plus convaincu que des gens justement, comme Emmanuel, comme vous, des gens comme moi, comme mes filles ou comme vous sans doute, qui ont plusieurs cultures et qui ne sont pas en train de choisir la culture, peuvent donner de la porosité aux frontières et sans doute rendre un monde meilleur.
Et je pense d'ailleurs que ça doit être difficile de trouver aujourd'hui un Vénézuélien qui soit purement vénézuélien, un Français qui soit purement français, un Danois qui soit purement français. Et on est tous fils, en quelque sorte, de la migration. Et l'histoire des peuples est une longue et lente migration depuis que Adam et Ève ont quitté le paradis. Donc, dans mes livres ne viennent que, en fait, se ramifier, fleurir et éclore cette racine métissée. Et j'en suis très fier. Tu vois. Et justement, si, je vous pose une question, rien à voir, n'est-ce pas? Mais si vous étiez une langue, laquelle vous seriez? Magnifique. Il arrive à, Oui, il arrive à à te rentrer. faire choisir. Il arrive à faire choisir. Je vais finir par choisir. Oui, Oui. t'as pas le choix. Non, je dirais, bien entendu, enfin, vous pouvez imaginer, quoi, ce serait l'arménien, enfin, naturellement. Alors, Oui, voilà, pour les Arméniens ici. et il y a beaucoup, Voilà, exactement. Vous voyez, il y a des le- Arméniens ici. Il y a des Arméniens. Donc, Alors, il y a des je Arméniens. choisissais une langue où il n'y avait personne, mais j'ai quand même une. Pour ce qui est du rêve du jaguar, alors un bouquin passionnant, un bouquin que j'ai commencé à le lire, je ne pouvais pas le quitter. Et donc, et ces 4 personnages qui sont dans le livre et l'histoire de justement Borja Romero. Et c'est votre grand-père, Oui. n'est-ce pas? Donc, une histoire extraordinaire, alors, parce que je trouve que ces personnages-là, in crescendo, alors, et forment toute une lignée alors, de votre livre, parce qu'en définitive, c'est une saga familiale. Oui. Alors, n'est-ce pas? Donc, pourquoi ces personnages tels que Antonio, Ana, Venezuela, c'est votre mère, Oui, absolument. et Cristóbal. Et oui. Alors, Cristóbal, que c'est la fin de la descendance. Et c'est la fin de la descendance. C'est la fin de la descendance. Et j'ai beaucoup aimé les deux, vos grands-parents. Alors, l'histoire de vos grands-parents. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu, alors, le pourquoi de leur rendre hommage, Oui. en quelque sorte? Oui. Eh bien, je voulais depuis déjà peut-être 30 ans raconter l'histoire de Antonio Borja Romero, mon grand-père, et de Ana María Rodríguez, ma grand-mère, qui sont nés à Maracaibo, en Santa Rita, más precisamente, à l'ouest du Venezuela, pour ceux qui ne connaissent pas, à côté du lac de Maracaibo. Et selon l'histoire que j'ai, c'est que mon grand-père était orphelin, donc sa mère était morte en couche, et son père à lui, Elías Borja Romero, était un marin qu'il avait donné au bout du 3e jour à une mendiante qui s'appelait la Muda Teresa. Et Muda veut dire muette en espagnol, parce qu'elle avait des forts troubles d'articulation et elle ne parlait pas. Et donc il a eu une enfance qui était dickensienne, une enfance entourée de ruffians, de ladres, de voleurs, dans la rue, était à chasser, il semblerait, des iguanes, et enfin, selon la biographie qui a été écrite sur lui d'une journaliste, et également à pêcher dans le lac de Maracaibo, si bien qu'il était promis pour un destin d'être vraiment l'enfant classique de la rue qui finit par être, je ne sais pas, rentrer dans les petites délinquances ou ce genre de choses, ou mourir jeune, beaten to death in a speakeasy, comme dit Fitzgerald. Or, il se trouve que par un rebond de l'histoire, et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il rencontre en effet quelqu'un qui lui propose de commencer l'école, et la même persévérance, la même ténacité, la même abnégation qu'il avait mis pour survivre dans un monde hostile qui est celui de la misère, et il le met au service de l'éducation, du travail, de l'apprentissage, va finalement à l'université, devient cardiologue, médecin, et puis ensuite fonde, vers la fin de sa vie, la première université de l'État de Zulia, de tout l'ouest du Venezuela, qui porte son nom, l'université Antonio Borja Romero. Et il y a une statue, non? Et il y a une statue de lui en bronze, comme Ouais, ça, à l'entrée, c'est qui ça. m'a beaucoup impressionné enfant. Et il en devient le recteur éternel. Et c'est un homme qui meurt, en fait, couvert de gloire, quoi, couvert d'or. Un des personnages les plus importants de la ville. Pas un seul président, pendant le XXe siècle du Venezuela, n'est passé par Maracaibo à s'asseoir à la table de mon grand-père, qui était un homme qui avait un bras au niveau de l'éducation et de la pédagogie, puisqu'il tenait la plus grande université, qui à côté de ça a été président de pratiquement tous les collèges de médecins et tous les hôpitaux. En plus de ça, il était plus ou moins sénateur, plus ou moins député, il avait fait de la politique partout. Enfin, c'est un personnage étonnant. Parce que, Moi, je l'ai connu, mais je l'ai connu, il est mort quand j'avais 5-6 ans.
Donc j'ai quelques photos où je suis dans ses bras sur un hamac comme ça dans la maison qu'il avait. Il avait plusieurs maisons secondaires, tantôt dans le lac, tantôt dans la plage. Et on a des photos comme ça où je suis dans ses bras ou en train de jouer sur un hamac. Voilà, c'est vraiment l'image du hamac. Mais lui, je l'ai beaucoup moins connu. Mais le Je l'ai connu parcours, autour des légendes. oui, le parcours, alors c'est hyper intéressant, très bien travaillé de votre côté. Oui, Alors parce qu'il y a quelqu'un qui a été abandonné sur les perrons d'une église oui, et élevé dans le silence, en définitive. oui, Et puis après aussi, il a grandi dans une maison close. exactement. Et tout le parcours qu'il a fait, c'est extraordinaire. Alors ça c'est vrai, la maison close. Donc il semblerait en effet que quand il a 10, 11, 12 ans, il finit par travailler en tant qu'homme à tout faire. On l'appelait l'hombrecito, dans une maison close, un bordel qui s'appelait El Majestic, qui a réellement Le existé. Majestic, oui. Et ça, je le sais parce que il y a beaucoup d'informations sur lui, parce que c'était une personnalité publique. Donc moi, j'ai des tours de coupures de journaux et d'articles où je peux suivre presque jour après jour ce qu'a fait mon grand-père pendant 80 ans. Et il y a une énorme biographie sur lui qui s'appelle El Rector Eterno, faite par une jeune journaliste à la fin de sa vie. C'est 350 pages où elle suit en effet jusqu'au bout, dans une très longue interview, tout ce qu'il a fait. Donc j'ai énormément d'infos. Et en plus, c'était quelqu'un qui a rencontré beaucoup de monde. Donc moi, il suffit de parler avec des gens qui ont plus de 60 ans et qui sont nés à Maracaibo, et tout le monde a une histoire sur Antonio Borja Romero, sur mon grand-père, parce qu'il était dans tout, même dans la construction du pont de Maracaibo. C'est quelqu'un qui a donné des fonds, qui était plus ou moins actionnaire, enfin, il était un peu partout, quoi. Ma mère l'a très peu connu, en fait. C'est un homme qui a travaillé toute sa vie. Ma mère me disait toujours qu'elle a eu mal pendant des années en los tobillos Oui. et au niveau des mollets, parce qu'enfant, elle ne cessait de se tenir Oui, sur les doigts pour qu'il la prenne, como que agarrarme los brazos. Así. Y elle decía, no tengo tiempo, así. Tengo que ir a trabajar. Et ma mère dit que pendant des années, comme ça, le mollet. Et elle m'a dit que jamais tes filles ne se plaignent des mollets. Il n'y a rien de plus important que de prendre ses enfants. Mais Rien. Les livres ne justifieront jamais de prendre ou pas des enfants. Tu vois, c'est intéressant. Ouais, C'est vrai qu'il n'a pas été à la maison, il n'a fait que ça. Et le bordel, pour finir là-dessus, il a passé 4 ans à travailler dans ce bordel en tant qu'homme à tout faire. Con la francesita. Oui, c'est ça. La francesita, non? Et j'avais peu d'informations sur El Majestic. On trouve très peu d'informations sur Internet. Et en effet, dans les livres de Maracaibo, le Majestic est toujours un peu mis de côté. C'est une sorte de bordel comme ça, un peu élégant, mais au fin fond de la ville, qui se passait un peu de bouche en bouche. Et seulement un vieil oncle, Luis Otero, premier mari de ma tante, en demandant à mes cousines, ma cousine m'a dit, écoute, tu peux peut-être demander à Mané, parce qu'ils ont tous des pseudonymes, donc on l'appelait Mané, non? Mais à Louis, enfin Mané. Et donc j'écris à Mané par WhatsApp, mira, estoy escribiendo sobre Maracaibo, et il y avait le Majestic, ah si, comment non, le Majestic, bien sûr. Je fais, ah, est-ce que tu as un peu des infos sur Majestic? Et là donc je le vois écrire, tu sais, avec les 3 petits points du WhatsApp, c'est vrai qu'on se prenait à écrire, genre Mané écrit, non? Avec les 3 petits points. Et c'est 3 petits points, puis 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Tu sais, je commence à dire, oula, ça a l'air d'un long texto, et puis une sorte d'énorme pavé avec une description très précise du Majestic. Et je dis, Mané, merveilleux, ça pour moi c'est de l'or en poudre, quoi. Enfin, tu vois, ça moi je le traduis ensuite, ça me donne des effets de réel, Voilà. ça me donne de la profondeur. Et je lui dis, mais comment tu sais tout ça? Pas de réponse pendant 3 jours. Puis il me dit à la fin, non, j'ai lu dans un article. Et donc, en effet, El Mané, et oui, il a travaillé là pendant longtemps, en effet. Mais il y a aussi votre Anna, votre grand-mère, qui est devenue gynéco. Exactement. Ben, et ça qui est incroyable aussi, ouais. c'est que Ana Maria Rodriguez, ma grand-mère, née elle aussi dans le ventre de la misère et dans la pauvreté, et élevée uniquement par son père parce que sa mère avait complètement disparu. On est en effet dans les années 20 à Maracaibo, vous pouvez imaginer à quoi ressemble cette ville. En fait, c'est des rues de terre, c'est des chevaux, c'est des crottins, c'est des hommes qui sont volages, enfin. Et petit à petit, en effet, se trouve être une bonne élève, finit par aller à Caracas pour rentrer à l'université, à la faculté de médecine. Nous avons une photo, donc on en a parlé d'ailleurs l'autre jour avec mon ami hier, on s'est vu, une photo qui est célèbre dans la famille et que mon ami ici a retrouvée, il semblerait, sur Internet, où on a tout le groupe de la promotion de médecine de cette année-là, où il y a 150 hommes
et une Voilà, femme au une milieu, femme. non, comme une figure de cristal, ma grand-mère, Voilà. comme ça, qui donc a vécu toutes les vexations liées au sexe que vous pouvez imaginer pendant les 8 ans d'études, a le summa cum laude et revient à Maracaibo et devient la première gynécologue obstétricienne, encore une fois, de tout l'état de Zulia. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui, on l'appelle, et tout le monde l'appelle la doctora, c'est la doctora, m'entendez? Et elle a une chanson, il y a à Maracaibo une tradition qui s'appelle la gaita. Non sais si tiene un équivalent ici en la gaita. Oui, la gaita. Oui, la gaita. Oui, un instrument Voilà. musical. Voilà, ben nous c'est Comme pas un une espèce instrument, de c'est un- cornemuse. Voilà, ben nous c'est un style musical. C'est comme dire el bolero, comme, Oui, dire, la, oui, comme oui. dire la salsa, Ah, comme dire mais el c'est son, une comme dire- danse. Exactement. C'est Non, el on joropo, croyait que c'est c'était l'instrument Non, musical. une gaita. Et la gaita, il y a un répertoire de gaita qui sont des répertoires de gaita classiques que tout le monde chante à Noël. Et tout le monde a le même répertoire classique qui depuis 100 ans, c'est le même et tout le monde les connaît, et on les chante tous. Naturellement, il n'y a jamais une nouvelle chanson qui rentre dans la gaita. Or, il se trouve qu'ils ont fait une gaita qui s'appelle la gaita La Doctora, qui parle d'Anna Maria, et qui est rentrée dans ce répertoire classique, ce qui fait que, en fait, pendant les siècles à venir, à Noël, tout Maracaibo chante la chanson de La Doctora, de quand ma grand-mère arrive à Maracaibo et devient la première gynéco qui s'occupe du corps des femmes pour la première fois. Voilà. Première fois qu'une femme s'occupe du corps des femmes, tu vois. Et donc, ça a été un personnage essentiel. Et elle a fait beaucoup de politique et est devenue également secrétaire générale du MEP, qui était un mouvement socialiste de l'époque, où j'en parle peu dans le livre parce que la réalité peut se permettre le luxe d'être invraisemblable. La fiction ne peut pas se permettre ce genre de liberté. Voilà. Et donc, il a fallu que je bride plein de choses en me disant si je mettais ça, on ne me croirait pas. Donc, Mais- il a fallu que je baisse un peu les Mais filtres. bonne quoi. foi, et moi j'ai beaucoup aimé aussi comment vous appelez votre maman. Et une femme tropicale. Eh ben oui. Une femme tropicale, j'ai oui. adoré ça Eh parce ouais, que et tant que je lisais, je connais pas le Venezuela. Hein. Oui. Alors c'est un peu difficile de maintenant. Oui. Alors voyager là-bas, mais disons Maracaibo, la chaleur, Oui. les plages et votre maman, une femme tropicale. Absolument. Pourquoi vous l'appelez comme ça? Venezuela, non? Votre Oui, maman. tout à fait. Alors, et même utiliser l'adjectif tropical est un euphémisme, pour parler de ma mère. Oui. C'est-à-dire que était à côté de. Vous voyez la promesse de l'aube. Vous voyez Mina Kassef, la mère de Romain Gary. Oui, oui. c'est La mère ça. de Romain Gary est un être taciturne, timide et froid qui déteste son fils à côté de ma mère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en effet, et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise, mais quelqu'un qui a beaucoup, pendant mon enfance, été dans les prophéties autoréalisatrices. D'être énormément en train de me dire, voilà, tu seras ça, tu vas faire ça. Non, ce n'est pas là, c'est là. J'ai passé ma vie, enfant, à devoir répéter, comme ma mère me disait tous les soirs et tous les matins, « El mundo es nuestro ». Et yo tenía que responderle « Tiembla tierra », non, « Tremble terre ». Et ça, c'est une enfance entière là-dessus, quoi. Enfin, et c'est un délire, on aime ou on n'aime pas, tu vois, mais elle a mis ça sur le compte de moi et de ma sœur, et on l'a vécu très différemment. Moi, j'ai réussi à porter ce truc sur les épaules, tu vois, et à transformer la chose. Et ma sœur, en effet, a fait 8 ans de psychanalyse pour essayer de s'enlever dessus cette espèce d'obligation, tu vois, qu'on n'est bien que lorsque la fleur était close, comme ça. Sinon, Voilà. moi, je vis très bien dans l'ombre et ça me va très bien et je n'ai pas besoin d'être la première dans le truc, d'être le numéro 1. Et en effet, et c'est là où ça a été assez intéressant, c'est que quand j'ai écrit Le rêve du jaguar, je me suis rendu compte que Antonio Borja Romero et Ana Maria Rodriguez, venus de la misère, pour une raison de transfuge de classe, s'étaient eux-mêmes raconté une fable personnelle, un mythe personnel, qui était celui de gravir les échelons et prendre la ville, en quelque sorte, à leur façon, dans le monde de la médecine, dans le monde de la pédagogie. Et ma mère a récupéré ça comme héritage familial, a voulu le faire dans le monde de la diplomatie, et a eu une carrière merveilleuse dans la diplomatie, voilà. et donc a voulu absolument perdurer ça dans la famille, comme si c'était une sorte de longue lignée familiale qui devait tenir ça. Comme si dans toutes les portées de chat, il fallait qu'il y ait un jaguar, etc. Et c'est un truc en fait familial, chacun a le sien. Il y a des gens, il y a des trucs ataviques qui sont, je sais pas, le suicide ou la dépression, et ce sont des longues lignées de suicidés et de dépressifs. Tu as des longues lignées de marins ou d'aventuriers, enfin tu vois, tu as des gens comme ça. Et là, tu as une lignée qui est cette obligation, tu vois, de transformer la chose, quoi. Je rebondis. En fait, c'est un poids énorme. Ouais. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise. Enfin, chacun, on gère comme on peut, tu vois, ce qu'on a.
Je rebondis sur Et- l'idée et- du jaguar. Ouais. Et alors, justement, parce que, peut-être c'est une interprétation tout à fait personnelle. Donc, votre grand-père abandonné, etc., dans le silence, et en quelque sorte rejeté Oui. par quelqu'un et par la société aussi. Oui, par ses Vo- propres parents. aussi. Oui, Enfin, c'est ça, c'est quelque chose de très touchant. Donc, est-ce que ça a à voir avec le jaguar et la portée alors Mira. parce que le pour être- jaguar, il y a une légende, je crois. Exacto, mais elle est fausse. Ça, enfin, pour être Bon, tout à mais fait les honnête, légendes comptent. les légendes comptent et heureusement qu'elles sont fausses, non et Ouais. si non è vero, è ben trovato, non? Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Enfin. Mais tu sais, pour être tout à fait honnête, le rêve du jaguar, cette légende est fausse. L'idée que dans toute portée de chat, il y a un jaguar et donc la mère l'isole, le chasse pour l'empêcher de dévorer les autres. Alors il s'émancipe différemment et on dit tous là-bas que ce sont les bâtisseurs de la ville. On dit qu'on est tous fils d'un rêve de jaguar. Mon titre de travail était l'épaisseur de l'ombre. Car il y a une phrase de William Faulkner qui dit « La littérature est comme craquer une allumette au centre de la nuit au milieu d'une forêt. Ce que vous constatez, c'est qu'il y a de l'obscurité autour. La littérature ne sert donc pas à voir, la littérature sert à mesurer l'épaisseur de l'ombre. » Et je m'étais dit, j'aime l'idée de l'épaisseur de l'ombre et de faire du bouturage, non? C'est-à-dire que couper une partie de cette petite phrase, de la mettre en titre, la mettre en épigraphe, naturellement celle de Voilà. Faulkner, et de la même manière que moi j'étais en train d'écrire sur mes ancêtres, de la même manière que j'étais en train d'écrire sur mes morts, c'était comme si j'étais en train de craquer une allumette au centre de mon passé, et que je regardais quelles étaient les silhouettes qui se dessinaient, qu'est-ce qu'ils pouvaient m'apporter, et quelle était aussi la mesure de l'ombre de l'héritage que eux me refusaient. Et je me suis dit que l'idée était belle, comme ça, non? Donc j'écris le livre et je l'envoie à mon éditrice avec ce titre. Et elle me répond au bout de quelques jours, le livre est bof, mais le titre est vraiment pourri, quoi. Ah. Et je dis, ah ouais, non, alors quel titre aurais-tu en tête? Et bon, elle me dit, donne-moi d'autres titres, non? Et donc je commence à donner d'autres titres. Elle me dit, ah, ça c'est trop long, ah, ça c'est trop court, ah non, ça c'est trop oxymorique. Je propose Arcadie. Elle me dit, ah, magnifique. Je dis, ah non, c'est déjà Emmanuel qui l'a pris. Et pourtant, Ouais, le plus beau bouquin, titre. et pourtant Ouais. le bouquin a cartonné, quoi. Oui. Et oui, Alors, tu vois, il voilà, a ça aurait pu cartonné. marcher, mais je voulais Arcadie avec un Y, mais c'est pris Ah, aussi. Donc, Oh, écoute, arrête. Hein. Oui, et je quoi vais qu'il en soit, poser- et je finis là-dessus, mon cher ami, et figure-toi que c'est elle qui me dit à un moment un truc avec Jaguar. Et je dis Jaguar, pourquoi Jaguar? Elle dit, je vois bien un truc avec Jaguar, quoi. Et là, je me mets à penser, et je pense à Rouge Brésil, de Jean-Christophe Ruffin, tu as une couleur. Et je lui dis, qu'est-ce que tu penses de Jaune Jaguar? Elle me dit, ça fait bagnole, tu vois. Et je me dis, ah oui, ça fait bagnole bagnole. haut de gamme. Bagnole haut de gamme. Haut de gamme. Tout à fait haut de gamme. Donc, on s'est mis à réfléchir et là, elle me dit, mira, moi j'étais au Mexique à ce moment-là. Et j'étais au Museo Diego Rivera. Et j'étais devant la fresque de El sueño de una tarde dominical, non? Le rêve d'une après-midi de dimanche, où Diego Rivera parcourt les 5 siècles de l'histoire mexicaine, depuis Hernán Cortés et la résistance indigène jusqu'à lui plus ou moins, en passant par tous les bouleversements politiques et tous les personnages historiques. Y la, y está claro, está por supuesto, está o sea, digamos, el animal totémico, así, ¿no? Emblemático de los mayas, entonces es absolutamente de América Central. Et je me dis, quelle belle idée d'avoir lié, qué sé yo, la résistance indigène, d'avoir lié les Aztèques, d'avoir lié Porfirio Díaz, d'avoir lié Frida, d'avoir lié Emiliano Zapata, d'avoir lié tout le monde avec une seule idée qui est le rêve. Chacun rêve quelque chose, non? Hernán Cortés rêve d'occuper le pays, les indigènes rêvent de le voir partir, Porfirio Díaz rêve de faire son caudillisme, et Emiliano Zapata rêve de faire sa révolution. Un enfant est là, il regarde des ballons, il rêve d'avoir un ballon. Il y a un ivrogne qui dort et rêve d'une bouteille. Enfin, chacun rêve de quelque chose. Et je me suis dit, ah, mais c'est super beau comme idée du rêve du jaguar. Elle me dit, ah ouais, non, parfait, on a le titre. Maintenant, comment on fait pour l'intégrer dans le livre? Voilà. Et en effet, c'est là alors où cette espèce de proverbe, cette expression, cette fausse légende m'est venue. Et je me suis dit, je l'écris comme ça. Et je l'ai écrit parce que l'idée m'était venue en lisant un livre. Et ensuite, ma sœur, qui elle a ses 8 ans de psychanalyste et qui est sexologue au Mexique, justement,
m'a fait remarquer. Mais tu te rends compte, en effet, que c'est exactement cette obligation, ce mythe familial, qu'on doit être le jaguar de la portée de chat. Voilà. Et elle m'a dit, Voilà. tu as mis en mots un truc que moi j'essaie de travailler tous les jours avec mes analystes, comme ils disent ici. Ici ils disent analystes. Ici, tout le monde, Je sais pas si ils disent analystes. ici, tout le monde se fait Tout le monde se fait- psychanalyser. Oui, c'est ça. Oui, Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, c'est tout le monde, France. sinon on n'est pas argentin. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Voilà, Oui, sinon, on n'est oui, il pas faut être argentin. argentin. Et Moi, j'ai jamais vu de psy, donc c'est pour ça que j'écris pour l'instant. pour l'instant, mais j'habite Pour pas à Buenos l'instant, Aires. Donc eh c'est pour ben, ça que- d'accord. Alors, on Je sait suis pas. argentino, donc ouais, ça- D'accord. Et il y a Sì, de- necesito una consulta, bueno, aquí tengo deux gente, autres ouais. questions, là, parce que j'ai dû lire aussi 2 livres Mais je suis en 2 désolé, semaines. ouais. Ouais. J'ai lu Le rêve du jaguar et Héritage. Ah, mais Les en autres, 2 j'ai semaines pas aussi, eu le donc temps. il y en a 4, Voilà, alors j'ai voilà. pas eu le Donc temps. t'as lu En 4 2 livres en 2 semaines. semaines. 4 livres. C'est extraordinaire. Et alors, oui. Mais je qu'est-ce que t'as deviens fait, propriétaire de cette librairie. Alors, Mais t'as pas pu exactement. voir ton analyste pendant Oui, 2 c'est semaines. ça. Alors, ouais. Cristobal dit pour lui que un personnage très intéressant, Cristobal. Je pensais si ce n'est pas vous, Et ça, oui, c'est un double de papier, disons. Naturellement. Oui, naturellement. dit pour lui l'écriture est une nécessité biologique. Est-ce que la lecture, c'est un refuge au chaos? Ah, ça c'est une très belle question. Ça l'a été pour moi. Ma mère m'avait toujours dit lire, c'est voyager, non? Qui est la phrase de Victor Hugo. Oui, la c'est ça. phrase qu'il y a Voilà. dans le livre. Oui, oui. Et pour moi, qui suis fils de diplomate et qui ai passé ma vie à voyager, pour un enfant du voyage, je m'étais rendu compte que lire était plutôt rester. C'est-à-dire que c'est là où moi je me sentais au calme, où je me sentais bien, et je savais par exemple que le sonnet en X de Mallarmé, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ces purs ongles très hauts dédiant, leur onyx, eux, n'allaient pas changer si j'étais à Caracas, à Lisbonne, à Paris ou à Rome. Les premières pages de Cien años de soledad n'allaient pas changer si j'étais à Buenos Aires, si j'étais à Santiago ou si j'étais à Tokyo. Et que les livres, eux, étaient les seuls mâts, en quelque sorte, où je pouvais retrouver des amis invisibles, où je pouvais moi aussi m'attacher comme Ulysse, non, à ce navire, en me disant il y a toutes les sirènes autour, mais moi je ne bougerai pas. Et ça me rassure. Et c'était beaucoup plus apaisant de relire ces pages-là et de recaresser ces phrases-là que de voir les noms de villes changer au cours de mon enfance, avec des lycées, des collèges qui changeaient, dans lesquels on me mettait à chaque fois dans une nouvelle langue, dans une nouvelle classe, de nouveaux amis, à un âge où tu as moins de facilité, d'habileté sociale. Parce que dans le livre Héritage, vous parlez des déplacements humains et vous parlez de migration, Oui. vous parlez de l'exil. En quelque Oui. sorte, c'est une fusion entre le Chili et la France. Oui. Et à C'est partir ça. d'une famille, non? Oui, tout à fait. Lonzonier. Les Lonzoniers. Les Et Lonzoniers. oui, vous avez raison, c'est ça, c'est l'exil. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 formes de migration ou d'exil dans ma famille. C'est-à-dire d'un côté, il y avait, dans mon enfance, ces mouvements et ces déplacements qui ne sont pas des exils, qui ne sont pas des migrations, mais par rapport au travail de ma mère, où tous les 3 ans, on était en train de bouger. Mais dans mon histoire familiale, ma mère elle-même était une migrante en quelque sorte, puisqu'elle était arrivée en France depuis le Venezuela, elle n'a plus jamais voulu revivre au Venezuela. Et mon père lui-même, dans la famille des Bonnefoy, il semblerait qu'on vient du Jura, de l'Est de la France, qu'on était des vignerons, et à la crise du phylloxéra, ils sont partis avec des pieds de vigne et les ont replantés sur les robes de la cordillère, côté chilien. Et alors, ce sont été des Français qui se sont chilianisés, qui ont fait une casa francesa, qui ont fait des épiceries françaises, qui se sont mariés entre Français, et qui ont participé aux 2 guerres mondiales en envoyant leurs enfants en France pour aller se tirer dessus. Et ce qui est incroyable, c'est que l'Allemagne avait exactement la même chose. C'est-à-dire l'Allemagne, elle aussi, avait des migrants qui, fin 19e, étaient arrivés au Chili et avaient fait des communautés allemandes qui ne se mélangeaient pas avec les communautés locales. Bon, on parlait justement de communautés, on parlait de cercles fermés comme ça, de sectes, tout cette espèce de monde. Et c'est assez fascinant parce que les Allemands ne parlaient qu'en allemand, avaient des écoles allemandes, ne se mariaient qu'entre eux, suivaient toutes les traditions allemandes et vivaient à 12 000 km de l'Allemagne. Pareil pour les Français. Les Français avaient des nounous françaises, Voilà. avaient des moukanas françaises, faisaient des lycées français, suivaient la presse française. On disait que s'il pleuvait à Paris, ils sortaient avec un parapluie alors qu'il faisait tout soleil au Chili.
Enfin, des gens qui pouvaient en fait parler, par exemple, de comment marcher depuis Châtelet jusqu'à Saint-Michel, en sachant quelles étaient les ruelles, en disant qu'ils n'avaient jamais mis les pieds à Paris, en fait. C'était les Français à l'étranger, les Français chilianisés. Si bien que lorsque la Première Guerre mondiale est arrivée, eh bien, naturellement, ils se sont dit, alors qu'ils n'avaient, encore une fois, ils étaient nés à Santiago, ah, je dois aller défendre mon pays, quoi, enfin. Et donc, ils ont pris des bateaux et ils ont traversé pour aller jusqu'à là. Et il y a cette scène du puits d'eau qui est incroyable, qui fait partie de mon mythe familial, qui est incroyable et qui montre toute l'absurdité des choses. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on le raconte ou on le laisse tomber. Attrapante. Et il faut lire Héritage aussi. Voilà, c'est ça, ouais. Alors, Les rêves du jaguar et Héritage. Et je sais qu'il y a plusieurs questions à vous poser, mais on n'a pas le temps. Oui. Et donc, mais je vais vous poser, on va faire comme une espèce de ping-pong. Un ping-pong. Ping-pong. Ah, un ping-pong, pardon. Ping-pong. Et littéraire. Oui, naturellement. Littéraire. Madame c'est des pièges. Yamaktam aime Nerval, Oui. Dostoïevski, Mallarmé, Oui. etc. Vous avez lu la littérature latino-américaine, bien Oui, sûr. naturellement. Vous avez lu Borges, et évidemment. Parlons de Borges. Mais Garcia Marquez ou Borges? Ouf, mon ami. C'est comme choisir entre mes deux filles. Laquelle tu préfères, c'est le choix de Sophie, quoi. Ah, c'est d'une cruauté immense. Mais il est cruel. Ah non, Il c'est t'a d'une- demandé de choisir déjà entre deux il- pays, Chili ou Venezuela, papa ou maman. Mais absolument. Mais ça, c'est son psychanalyste qui Ouais, doit mais lui dire, bien sûr. il doit dire, mais Roberto, tu hésites, non? Enfin, non, mira. Son dos cosas distintas. Porque además, c'est comme demander est-ce que tu préfères le sushi ou la pizza. C'est-à-dire, les deux alimentent. J'aime Mais en fait, les deux. Voilà. Mais en fait, ils ont des démarches différentes, ils ont des objectifs différents, ils ont des aspirations différentes, ils ont un style qui n'a rien à voir. Ils sont tous les deux en train de regarder vers un autre siècle, vers d'autres temps. Ils sont pas du tout dans la même universalité aussi. Ils ne travaillent pas les mêmes motifs ni les mêmes labyrinthes. Enfin, Garcia Marquez, moi je l'utilise beaucoup, non seulement pour le côté caribéen, mais pour le diapason. C'est-à-dire que c'est un rythme, c'est un tempo, c'est une musique qui me plaît, que je retrouve aussi chez Ivo Andrić, par exemple, sur Le Pont sur l'Adrina, sur Josué Calachura, dans Borgo Vecchio, dans Elena Garro, la femme de Octavio Paz, elle a exactement ce rythme-là. C'est un type de rythme qui me parle. Non, c'est des partitions. Et lorsque je suis en train d'écrire, et que j'ai besoin, en quelque sorte, j'ai l'impression de perdre la note, le magnétisme de la note, alors je reprends certains de ces textes, donc par exemple Garcia Marquez ou d'autres, et ping, tel diapason. Ah, voilà la note qui me plaît, non? Et donc je garde cette note, car je juge, et je mets beaucoup de temps en fait à travailler la langue, que si tu arrives à maintenir une note hypnotisante comme ça et envoûtante, tu peux raconter plein de choses, mais c'est ça ce qui emporte, ça ce qui fait qu'on tourne la page. Et ça me plaît beaucoup lorsque je lis des livres, parce que je suis beaucoup plus fier de ce que j'ai lu, de ce que j'ai écrit, lorsque je lis des livres, d'avoir cette note comme ça et de me dire merci au lecteur, à l'écrivain d'avoir pris le temps de ne pas faire de fausses notes, et de ne pas être dans un artifice personnel pour lui-même mettre l'adjectif qu'il voulait absolument mettre. Mais ça, il l'a mis pour lui, pas pour le lecteur. Tu vois. Voilà. Et donc, dans ce sens, Borges, c'est autre chose. Borges, c'est un amour d'enfance aussi. Ma mère est une très grande borgésienne. Et en effet, je me suis beaucoup intéressé non seulement à Borges, mais aussi à Alberto Manguel, qui a beaucoup écrit sur Borges, qui a été lecteur de Borges. Et Borges, au-delà bien sûr de ses textes, c'est pour cette fascination qu'il a de pouvoir écrire sans cesse le même conte, sans cesse la même nouvelle, et encore différemment. Tu vois. C'est vraiment un kaléidoscope, quoi. Voilà. Comment tu arrives à décliner la même idée, toujours la même, qui est l'immortalité, qui est le passage du temps, qui est la quête du bonheur, qui est l'intertextualité, qui est le métatexte, qui sont tous ces méandres et tous ces dédales littéraires, qui sont les langues mortes, qui est la fascination celte. Enfin, tu vois, toutes ces choses, et il a passé sa vie à faire le même truc. Et puis le rêve. Le côté onirique. Et ils n'ont pas du tout le même rêve, Garcia Marquez et Borges. Bien sûr. Parce que Borges, non, pas du tout. Il a un rêve qui est généreux en quelque sorte. Il a un rêve qui est plein de dons, qui est plein de cadeaux et qui est beaucoup plus proche d'une psychanalyse, qui est beaucoup plus proche d'un inconscient et qui permet en effet de donner des couches différentes pour la pensée et pour des personnages immortels. Alors que le rêve de Garcia Marquez est un rêve magique en fait, un rêve fantastique, un rêve merveilleux qui va aller beaucoup plus dans l'allégorie et dans la parabole pour pouvoir expliquer la société. Et pour... Borges était politique d'un côté
Bien Garcia sûr. Marquez était politique de l'autre. Enfin, mira, c'est comme dire que Avec tu un préfères le vin ou la penchant bière, politique quoi. fort différent. Exacto. Fort Et différent. moi, je suis un homme de gauche, donc je me place plutôt côté Garcia Marquez, bien que je Attention, sois un grand lecteur de Borges. En Voilà. Argentine. Et là, on n'a même pas parlé de Cortázar, là, c'est ça. Enfin, parce qu'on aurait dû parler de Attention à Cortázar, l'Argentine, voilà. Ah bah, exact. à l'heure actuelle. Et on n'a pas parlé de Maradona. Enfin, Oui, tu vois, c'est ça. Au bout d'un moment, il faut dire les choses, quoi. Enfin. Pour ce qui est, la dernière question. Hay que leer a los grandes, a Neruda. Oui. Bueno, no te puedes perder para algún latinoamericano, Sí. a los grandes Totalmente. autores. Y además, si lo pones a uno que se acaba de morir hace poquito, Sí. en contra de uno que se murió hace muchos Ah, años. sí, tienes toda la razón. Ouais, Pero pues exactamente, eso. Carlos Fuentes, tienes toda la razón. Con Carlos Fuentes, que de hecho Carlos Fuentes. magnífico. Carlos En Fuentes français, alors parce qu'il y a Madame Alors, Mayama Ketam qui ne Non, mais- comprend pas. Ben, alors, ça me touche que tu parles de Carlos Fuentes et je me permets cette minuscule petite parenthèse. Pardon, hein, je sais que tu as 1000 questions et que. Non, non, non. Mais La toute dernière. La toute dernière. Alors, Carlos Fuentes, juste je dis ça très rapidement. Une des dernières conférences de Carlos Fuentes, il la donne à Ciudad de México et on lui demande 10 conseils d'écriture face à un parterre de 350 lecteurs, écrivains, jeunes, vieux, etc. En disant, on vous a demandé 10 conseils d'écriture et il doit donner une conférence sur les 10 conseils d'écriture. Et il commence la conférence, et je trouve ça magnifique. T'as derrière 60 ans d'écriture, c'est le temple de l'intelligence, un des écrivains les plus importants du Mexique, Los Cinco Soles de México, que c'est juste une cathédrale littéraire. Maestro de la lengua. Un maestro de la lengua, un hombre cultissimo. Et il commence en disant, j'ai beaucoup réfléchi à ce premier conseil d'écriture. Il dit, je ne dirai pas la lecture, je ne dirai pas non plus la discipline ou la méthode. Oui. Je ne dirai pas non plus le travail, la sueur du travail, car tout ceci est vrai. Il dit, je parlerai du rêve. Il dit, pourquoi le rêve? Il dit, parce que quand je suis en train de préparer mon travail d'écriture du lendemain, je me mets en effet à faire mes recherches, à faire mes champs lexicaux, à faire mes vocabulaires, à faire mes lectures, à préparer les bouquins et à tout mettre en place dans la structure narrative pour pouvoir travailler le lendemain. Je laisse tout à ma place sur le bureau et je vais me coucher. En attendant, du lendemain, après le café, me remettre dans le bureau, retrouver toutes ces pages, si on n'a pas des enfants petits qui n'ont pas bougé tous les trucs, et en effet, de pouvoir retrouver ça et de me mettre à écrire. Mais lorsque j'arrive la matinée suivante, et je vais travailler ce que j'avais préparé, je me rends compte que je me mets à écrire quelque chose de tout à fait différent. Pourquoi? Il dit, car il m'est arrivé quelque chose entre les deux que je n'avais pas prévu. Il dit, j'ai rêvé, en fait. C'est-à-dire, j'ai été habité par quelque chose, on m'a bousculé, on m'a regreffé de nouveaux verbes, de nouvelles ronces, de nouvelles épines, et ça m'a donné comme ça Hay un libro une de nouvelle botanique. Alors, écoutez, Des passages de vos livres tous les deux. Oui, Vous avez rêvé. oui, voilà, exactement. Ouais, après c'est ça, vous voilà. aurez pardon, hyper beau, en fait, comme s'il truc, vous ouais. plaît, Non, après vous aurez la possibilité, 10 minutes seulement, moins de 10 minutes, une petite question, et ça y est, parce que tous les deux sont très fatigués. Eux, ils se sont promenés tout au long de la C'est semaine, vrai. et ils ont droit, et non, Et on a peut-être non, même, mais on m'a dit 1 heure. Alors, on a peut-être même d'accord. droit à un verre d'eau, peut-être. D'accord, Non, on pourrait non, prendre notamment pas le droit. et Oui, du vin. le verre d'eau, c'est tout à Et l'heure. ouais. Ouais. la dernière question, et ça y est. Et pour ce qui est de la littérature française, Oui. Flaubert ou Balzac? Non, mais... Manuel, moi, j'y ai peux pas eu t'occuper droit, donc de je suis notre ravie. ami Non, mais, si, de verdad. Bueno, alors, combien de temps j'ai? Non, 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 mais si. Deux alors, voilà, minutes. 2 minutes. Flaubert, c'est tétanisant parce que c'est un tel modèle pour nous, et écrivains Bien français. sûr. Le temps qu'il a passé, l'investissement, les scénarios, les plans, les brouillons, le fait qu'il se mettait tellement à la place de ses personnages que quand il écrit Le suicide d'Emma Bovary, il a le goût de l'arsenic Oui, dans la bouche, absolument, ouais. il en vomit. Enfin, pour moi, j'aime beaucoup Flaubert, je trouve ça extraordinaire, mais c'est tétanisant parce que c'est trop de travail, trop de contrôle, trop de perfection. Et en même temps, quand on regarde tout ce qu'il a rejeté, tous les manuscrits, tous les brouillons, tout ce qui finalement ne figure pas dans le texte définitif, c'est parfois plus beau que ce qu'il a, Oui, oui, a bien gardé. sûr. Donc moi je dirais Balzac, parce que Flaubert c'est too much pour moi. Mais je te laisse... Non, oui, non, elle a absolument raison. Vous êtes du même avis. Non, on est absolument du même avis. Mais moi, tu sais, je suis fils de diplomate, donc je ne choisis jamais. Tu vas essayer de- Je choisis jamais. Mais ils sont contraires, comme tu le dis si bien. Tu vois, mais même Bien dans sûr. leur œuvre, c'est-à-dire qu'ils sont absolument contraires. C'est-à-dire que l'un a écrit 120 romans et a fait 700 personnages avec
avec en plus il y a toujours des pépites dans tous les livres de Balzac, de répétitions et d'erreurs. C'est là où tu te rends compte qu'il ne se relisait pas. Tu peux avoir des phrases du genre, et alors, il se leva avec mystère et dit mystérieusement, Oui. nanana. Et t'as l'adjectif, t'as le substantif et t'as l'adverbe dans la même phrase. Et le petit astérix, c'est voici une des pépites de Balzac qui montre qu'il ne se relisait pas. C'est-à-dire que les mains pleines d'encre comme ça, en hurlant, donnez-moi de la cire et de quoi écrire, toute la nuit, après 22 cafés, à écrire et puis à l'imprimer aussitôt. L'inverse de Flaubert, qui peut passer presque 15 ans pour écrire Saint-Julien de l'Hospitalier, qui fait 20 pages et qui revient dessus, revient dessus, revient dessus. Et dans les correspondances avec Louise, ne cesse de dire « je cherche le mot précis depuis 2 semaines pour pouvoir déterminer telle personne ». Balzac ne s'est pas posé la question d'un mot précis pendant 2 semaines. Il a publié entre-temps 2 romans et il s'est dit « le mot précis arrivera à un moment, je le mettrai et puis je continuerai ». En fait, c'est 2 manières de travailler complètement différentes. 2 êtres aussi complètement différents. L'un est boulimique, gourmand, immense, épais, mange le siècle comme Courbet, tu vois. L'autre, en fait, c'est un petit Normand, tu vois, cynique, sarcastique, dans sa maison, qui écrit ses petites lettres à ses amis et qui se frite avec George Sand, comme ça. Enfin, tu sais, on est dans 2 êtres qui n'ont rien à voir, quoi. Enfin, Vous étiez en train de décrire Balzac, je pensais à la statue de Rodin. Oui, voilà, le Rodin de Balzac, comme ça, avec l'hippopotame. Avec la redingote immense, tu vois, et d'accord. l'espèce d'homme qui devait puer le vin, le café qui devait avoir une odeur forte, une grosse voix. Mais Modiano en parle. Il dit, lorsqu'on imagine Hugo, lorsqu'on imagine Danton, lorsqu'on imagine Balzac écrire, on imagine ou Dumas avec des bras comme ça, épais, une grosse plume, ça écrit des romans de 1000 pages, tu vois. Et il disait, que voulez-vous que je fasse moi avec mon corps frêle? Je trouvais ça marrant de la part de Modiano. Mais en parlant des corps. En parlant des corps, voilà. En parlant des corps. Oui, et puis ça a à voir avec l'écriture aussi, le corps. Enfin, tu vois, il y a un truc... Le corps en dit long. Et on n'a même pas parlé du temps narratif, tu vois. Parce que le temps narratif de Balzac n'a rien à voir avec le temps narratif de Flaubert. Et Flaubert, là où il est très fort, c'est son ellipse, en fait. C'est son travail elliptique qui est incroyable et qui est hyper rare. C'est un parfait elliptique de Flaubert. Qu'à moins Balzac, où il va prendre le temps de faire la longue scène avec des discours, etc. Et dans notre ami Flaubert, tu vas avoir un truc qui est beaucoup plus ramassé, et il va faire en sorte, tu vois, de faire des discours indirects plus que des discours directs. Quand il écrit Bouvard et Pécuchet, on dit qu'il a lu 1700 livres pour écrire un seul, parce que ce sont 2 greffiers qui vont de domaine en domaine, non? Rubro en rubro. Et donc, il lui fallait des champs lexicaux à chaque fois, il lui fallait des vocabulaires, des terminologies, il lui fallait des anecdotes, il lui fallait des clins d'œil. Enfin, il fallait, si tu veux parler en 1 page de la médecine, alors il allait lire 30 livres sur la médecine et récupérer des choses, etc. Sur la botanique, sur l'ébénisterie, sur le ceci, sur le cela. Si bien que Théophile Gautier avait dit de lui, Monsieur Flaubert abat une forêt pour construire une boîte d'allumettes, qui est très belle. Balzac n'aurait jamais abattu une forêt pour une boîte d'allumettes, en fait, tu vois. C'est vrai. Il fait d'une boîte d'allumettes une forêt. Tu vois, ça aurait été autre chose. Bon. C'est là où je trouve qu'ils sont... Je vous dis sincèrement à vous deux que je pourrais passer l'après-midi à parler de littérature avec vous. Mais bon, alors il y a des contraintes, quoi, de temps en temps. Et j'étais paniqué avant de commencer. Alors, naturellement, parce que je ne savais pas comment vous étiez. Vous êtes vraiment cool. Oui. Très cool. Ah voilà, ça va mieux maintenant. Hein. Ouais, alors. Très cool. Finalement, on n'est pas si intimidant. Parce que le fait d'interviewer des écrivains et de les connaître, et ça veut dire au moment où vous entrez, alors bonjour, bien sûr. Ce n'est pas du tout évident, n'est-ce pas? L'année dernière aussi, c'était difficile avec Giuliano da Empoli, mais ça a été fabuleux. Vous vous rappelez très bien. C'est un homme délicieux. Alors, extraordinaire. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Et on peut continuer à parler de littérature. Absolument. À vie. Absolument. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi pour tes questions. Bravo, Emmanuel. Tu as géré comme d'habitude. Vous allez mettre des